Mes parents se tenaient devant le juge, souriant comme s'ils avaient déjà gagné. Ils croyaient sincèrement que leur fortune, leur statut social et leur réputation irréprochable les mettrait à l'abri de toute responsabilité. Pendant des mois, ils avaient traité la fille de mon frère, âgée de 8 ans, comme un fardeau invisible, la cachant dans une aile froide et sombre de la maison tout en prétendant être des tuteurs attentionnés et parfaits aux yeux du monde. Ils pensaient que je n'étais qu'une faiseuse d'histoires aigries, excessives qui ne pourraient jamais les atteindre. Mais au moment où l'huissier de justice a remis les transcriptions certifiées, leurs sourires satisfaits se sont complètement évanouis. Leurs propres déclarations écrites, empreintes d'un calcul froid, de contradictions et d'aveux involontaires, ont été projetées sur les écrans de la salle d'audience pour que tout le monde puisse les voir. L'expression du juge est devenue de marbre lorsqu'il a lu leurs mots à haute voix. C'est à cet instant précis que mes parents ont réalisé que leur réputation sans tache ne pourrait pas les sauver de la vérité, et que leur lutte désespérée pour garder le contrôle était officiellement terminée. Je m'appelle Camille. J'ai 28 ans, ces dernières années, j'ai travaillé sans relâche pour me construire une vie tranquille et indépendante. Ici, à Paris, loin de l'emprise étouffante de mes parents. Je pensais que la distance me protégerait de leur toxicité, mais on ne peut jamais vraiment échapper à sa famille. C'était un mardi, juste après minuit, alors que la tempête faisait rage à son paroxysme dehors. Mon téléphone a vibré violemment sur ma table de chevet, brisant le silence pesant de mon appartement. Quand je l'ai pris en main, m'attendant à une alerte météo automatique, mon cœur s'est instantanément serré. C'était ma nièce de 8 ans, Léa. À travers les grésillements de la ligne et le son de sa respiration saccadée et paniquée, sa petite voix m'a brisé le cœur. Je suis toute seule, j'ai faim. S'il te plaît. Aide-moi, tata, sanglotait-elle. La terreur pure dans sa voix était indéniable. Elle était piégée dans le noir, grelottant de froid et complètement abandonnée. À peine 3 mois plus tôt, mon frère avait été déployé en opération extérieure. À l'étranger. Père célibataire, il avait accordé une confiance aveugle à nos parents lorsqu'il s'était porté volontaire avec enthousiasme pour accueillir Léa dans leur vaste propriété de Saint-Germain-en-Laye. Il lui avait joué une grande comédie, promettant de la chérir et de la protéger comme une petite princesse. Tout cela n'était qu'un mensonge calculé. Avant de vous raconter ce que j'ai découvert en me précipitant chez eux, prenez un instant pour indiquer dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo. J'adore voir jusqu'où l'histoire de Léa voyage. Tout en enfilant un ciré et en attrapant mes clés de voiture, mon esprit s'emballait à l'idée de ma pauvre petite nièce sans défense, livrée à elle-même par les personnes qui prétendaient l'aimer. Mon sang ne faisait qu'un tour, et je savais à cet instant que la façade si soigneusement construite par mes parents était sur le point de s'effondrer. Les essuie-glaces de ma voiture n'arrivaient pas à balayer la pluie torrentielle. Assez vite alors que je roulais à vive allure vers le quartier résidentiel de mes parents. Le trajet prenait normalement 25 minutes, mais je l'ai fait en 15, porté par l'adrénaline pure et la peur pour ma nièce. Quand je me suis enfin engagé dans la longue allée sinueuse de leur propriété sécurisée, toute la demeure était plongée dans un silence de mort. Cette demeure à plusieurs millions d'euros se dressait, haute et imposante, contre le ciel d'orage, mais chaque fenêtre était absolument noire. J'ai couru sous la pluie battante jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé de toutes mes forces, mais personne n'a répondu. Me rappelant la panique dans la voix de Léa, je n'ai pas perdu de temps à attendre. Je me suis précipité à l'arrière de la propriété, vérifiant les accès jusqu'à trouver la porte latérale de l'aile des invités non verrouillée. En la poussant, je suis entré dans un couloir qui semblait aussi glacial que l'air extérieur.
Le chauffage était complètement éteint dans cette partie de la maison. Guidée uniquement par la lampe torche de mon téléphone, j'ai fini par trouver Léa, grelottant dans le coin d'une petite pièce arrière. Sans tapis, enveloppée dans une simple couverture fine. Il n'y avait pas là moindre miette de nourriture dans le réfrigérateur de la petite kitchenette, et la maison principale était verrouillée de l'intérieur, l'empêchant d'accéder aux pièces à vivre. Pendant que mes parents dormaient dans un luxe absolu, Léa avait été délaissée comme un fardeau sans importance. Soudain, des phares ont déchiré l'obscurité à l'extérieur. Mes parents rentraient enfin d'un gala de bienfaisance de la haute bourgeoisie. Quand ils sont entrés et m'ont vu tenir Léa dans mes bras, ils n'ont pas eu l'air coupable le moins du monde. Au lieu de cela, ma mère a croisé les bras et a soupiré avec un profond agacement, balayant instantanément ma colère qu'elle qualifiait de drame familial inutile et d'ingérence injustifiée dans des affaires qui ne me regardaient pas. Lâche-la, Camille, a ordonné mon père, d'une voix empreinte d'une autorité glaciale qui me paralysait autrefois. Il m'a regardé avec un mépris total, ajustant sa cravate en soie comme si ma présence n'était rien d'autre qu'une tâche sur sa soirée onéreuse. J'ai exigé de ramener Léa chez moi sur le champ, mais ma mère a laissé échapper un rire froid et moqueur. Elle m'a dit que si je passais la porte avec Léa, ils utiliseraient leur immense pouvoir financier et leur cabinet d'avocats hors d'eux prix pour ruiner ma vie, détruire ma carrière et s'assurer que je sois embourbée dans des procès pour la décennie à venir. Ils accordaient bien plus d'importance à leur image publique qu'à la sécurité de leur propre petite fille. Pour se protéger de tout scandale potentiel et obtenir la garde temporaire officielle avant que mon frère ne soit mis au courant, mes parents ont immédiatement pris l'offensive. Dès le lendemain matin, leur équipe de juristes a soumis de longues déclarations certifiées devant le juge des affaires familiales. Dans ces documents, ils me dépeignaient faussement comme une faiseuse d'histoires déséquilibrée et aigrie qui cherchait à les extorquer, tout en décrivant Léa comme une enfant difficile et profondément ingrate qui nécessitait une discipline stricte et isolée. Arrogants de par leur statut social, ils pensaient que leur richesse les rendait totalement intouchables. Ils ont rédigé des pages et des pages détaillant exactement comment ils géraient le quotidien de Léa, s'attendant à ce que le tribunal valide leur autorité sans poser de questions. Ce que leurs avocats hors de prix n'avaient pas réalisé. Cependant, c'est qu'en se dépêchant de construire un récit parfait, mes parents venaient de laisser une trace écrite indélébile de froideur émotionnelle et de négligence systémique. J'ai refusé de me laisser intimider par leurs menaces. En regardant Léa, je savais que reculer signifiait l'abandonner à leur froide arrogance, et je ne pouvais tout simplement pas le permettre. Dès le lendemain, j'ai utilisé une part importante de mes économies pour engager une avocate spécialisée en droit de la famille, tenace et brillante, nommée Maître Valérie, et nous avons officiellement contesté la position de mes parents devant le tribunal pour obtenir la garde d'urgence de Léa. Lorsque le dossier de communication des pièces est arrivé au cabinet de Maître Valérie, nous avons ignoré les courriers agressifs de leurs avocats d'affaires pour nous concentrer attentivement sur les déclarations écrites officielles que mes parents avaient personnellement signées et soumises au juge. Ils pensaient que ces écrits justifieraient leurs actes. Mais Valérie et moi avons passé 48 heures à disséquer minutieusement chaque phrase, cherchant la moindre faille dans leur armure. C'est alors que nous avons découvert le piège invisible dans lequel ils s'étaient jetés. Aveuglément. Parce que mes parents voulaient absolument se faire passer pour des tuteurs attentionnés et irréprochables, ils avaient trop expliqué chaque détail de la routine de Léa. Maître Valérie a soudainement pointé son stylo vers les documents, un sourire féroce se dessinant sur son visage. Nous venions de remarquer des contradictions flagrantes et inconciliables entre les emplois
Du temps fourni par ma mère et par mon père. Pire encore pour eux, leur propre déclaration contenait des aveux subtils et arrogants admettant qu'ils laissaient Léa sans aucune surveillance pendant de longues périodes dans l'aile des invités, ce qu'ils qualifiaient juridiquement d'encouragement à l'autonomie. Ils avaient littéralement consigné leur propre schéma d'isolement et de négligence noire sur blanc, pensant que leur fortune rendrait le tribunal aveugle. Nous avions exactement les arguments dont nous avions besoin pour l'audience à venir, et mes parents n'avaient aucune idée qu'ils nous les avaient fournis eux-mêmes. L'atmosphère dans la salle d'audience du juge des affaires familiales était d'une tension extrême le matin de l'audience d'urgence. Mes parents étaient assis avec assurance de leur côté de la table en acajou verni, vêtus de tailleurs et costumes sur mesure de grande maison qui transpiraient la haute bourgeoisie traditionnelle et l'influence naturelle. Ils semblaient totalement détendus, chuchotant et échangeant des sourires satisfaits avec leur avocat de renom, s'attendant à ce que le juge favorise leur statut de notable plutôt que mon modeste appartement et mes revenus de célibataire. Pour eux, toute cette procédure n'était qu'un désagrément temporaire mineur que leur carnet de chèques résoudrait facilement. Mais leur assurance s'est brisée à l'instant précis où la plaidoirie a commencé. Maître Valérie, mon avocate, ne s'est pas contentée de lire des extraits des documents juridiques. Elle a pris les copies certifiées des déclarations signées de mes parents et les a projetées côte à côte sur les grands écrans de la salle d'audience pour que tout le monde puisse les voir. Des surlignages numériques rouge vif mettaient en évidence les failles fatales de leur défense. L'emploi du temps de ma mère situait Léa à un cours particulier de soutien scolaire à l'heure exacte où la déclaration de mon père affirmait fièrement qu'elle dormait paisiblement dans son lit. Plus accablant encore, le texte à l'écran montrait les propres mots calculés de ma mère décrivant la pièce non chauffée de l'aile des invités comme des quartiers distincts conçus pour minimiser les perturbations dans l'emploi du temps de la maison principale. L'attitude du juge est passée instantanément de la neutralité objective à un dégoût visible. Il s'est penché en avant, ajustant ses lunettes pendant qu'il lisait leurs remarques froides et méprisantes à propos d'une fillette de 8 ans. Il a posé son regard sur mes parents depuis son pupitre, son expression devenant glaciale lorsqu'il a réalisé qu'ils considéraient leur propre petite fille comme un simple accessoire au service de leur image publique. Le silence absolu dans la salle d'audience était assourdissant alors que les phrases qu'ils avaient écrites pour me détruire servaient à révéler leur vrai visage. Le juge a prononcé sa décision d'un ton particulièrement ferme, faisant résonner ces mots dans le silence de la pièce. Sans un seul instant d'hésitation, il a retiré sur le champ tous les droits de garde temporaire à mes parents, m'accordant la garde d'urgence exclusive de Léa. Il s'est penché en avant et a prononcé un rappel à l'ordre cinglant, condamnant sévèrement les grands-parents pour avoir tenté d'utiliser leur immense richesse et leur statut social élevé afin de masquer ce qui était de toute évidence une négligence cruelle et systémique. Les retombées immédiates de cette journée ont été absolument dévastatrices pour eux. La précieuse réputation de mes parents dans la haute société s'est complètement effondrée en 48 heures lorsque les détails choquants des comptes rendus d'audience ont fuité dans le public. La communauté, même qu'ils avaient passé des décennies à essayer d'impressionner, leur a tourné le dos du jour au lendemain. Ils ont été brusquement contraints de démissionner des conseils d'administration d'associations caritatives prestigieuses, radiés de cercles privés très sélects et complètement mis au ban de leurs cercles sociaux fortunés. Leur argent ne pouvait pas racheter le respect qu'il avait perdu. Le meilleur dans tout cela, c'est que 2 semaines plus tard, mon frère est rentré définitivement et sain et sauf de sa mission à l'étranger. Lorsqu'il a découvert ce que nos parents avaient fait, il a été pris d'une fureur noire. Mais des larmes ont perlé dans ses yeux lorsqu'il m'a serré fort dans ses bras, profondément reconnaissant que j'ai pris les choses en main pour sauver ça.
Fille alors qu'elle n'avait personne d'autre. Le lien entre nous s'est scellé. Pour toujours, marquant une rupture nette et définitive avec nos parents. Toxiques et leur tissu de mensonges. Quelques mois plus tard, le changement dans nos vies est impressionnant. Léa s'épanouit dans un environnement chaleureux, aimant et parfaitement stable. Retrouvant jour après jour son beau sourire éclatant et sa confiance perdue. Le regard hanté et craintif dans ses yeux a laissé place au rire, à la sécurité. Et à la sérénité de savoir qu'elle ne sera plus jamais abandonnée dans le noir. En y repensant, je réalise que m'opposer à cette toxicité générationnelle et à cette arrogance alimentée par l'argent a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Mais cela m'a prouvé que la vérité finit toujours par l'emporter sur une réputation de façade, et que la véritable famille se définit par la protection et l'amour, non par le pouvoir et le contrôle. Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé votre nièce dans cette pièce sombre? Auriez-vous combattu vos propres parents devant les tribunaux pour la sauver? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'une des deux histoires qui s'affichent sur votre écran en ce moment pour découvrir jusqu'où le juste retour des choses peut aller.